Alors que de plus en plus de pays européens lèvent leurs restrictions sanitaires, l'OMS appelle les États à rester vigilants. Selon elle, il est trop tôt pour crier victoire. Aucun signe de désescalade à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Dans les capitales, les dirigeants réitèrent leur souhait de résoudre la crise par la négociation plutôt que par les armes. Le relais de la flamme olympique à Pékin, 1000 relayeurs qui vont parcourir la capitale chinoise jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux prévue ce vendredi soir. Alors que leurs campagnes de vaccination prennent de l'ampleur, de plus en plus de pays européens décident de lever une partie ou la totalité de leurs restrictions anti-Covid. Si le variant Omicron reste hautement transmissible, il provoque des symptômes plus légers que les précédents variants. L'Organisation mondiale de la santé appelle toutefois les États à rester vigilants. Nous appelons tous les pays à protéger leur population en utilisant tous les outils à leur disposition, pas seulement les vaccins. Il est prématuré pour les pays de céder ou de crier victoire. Ce virus est dangereux et il continue d'évoluer sous nos yeux. Malgré cet avertissement, le Danemark est devenu mardi l'un des premiers pays européens à supprimer quasiment toutes ces restrictions. Le Covid-19 n'y est plus considéré comme une maladie menaçante pour la société. Même si les taux de contamination restent élevés en raison d'Omicron, le système de santé n'est pas sous pression. Le pays dispose également d'une forte capacité de dépistage et d'un taux de vaccination élevé. Les Danois savourent ce retour à la vie d'avant. C'est merveilleux, mais quand même un peu effrayant. Vous savez, juste avant de quitter ma maison, j'ai mis un masque dans mon sac parce que si je vais dans un endroit bondé, je pense que je vais le porter. Parce que le coronavirus, c'est toujours là, il n'a pas disparu. Mais bien sûr, c'est merveilleux, c'est un sentiment de liberté. Suivant l'exemple du Danemark, la Norvège a aussi levé la plupart des restrictions sanitaires encore en vigueur. Les établissements sont à nouveau autorisés à servir de l'alcool après 23 heures et le travail à domicile n'est plus obligatoire. La France poursuit, elle, la levée progressive des restrictions. À partir de ce mercredi, les jauges dans les établissements recevant du public comme les stades ou les salles de concert sont supprimées. C'est également la fin du port du masque à l'extérieur et la fin du télétravail obligatoire en entreprise, même s'il reste toutefois recommandé. De nouvelles levées de restrictions sont prévues pour la mi-février. Dans le dossier des tensions autour de l'Ukraine, aucune avancée notable. Chaque parti campe sur sa position, avec des troupes déployées de part et d'autre de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Et dans le même temps, chacun redit sa volonté de résoudre la crise par la négociation plutôt que par les armes. Ce mardi, le Premier ministre britannique était à Kiev. Boris Johnson est venu apporter son soutien à l'allié ukrainien. Londres a déjà fourni du matériel militaire destiné à l'armée ukrainienne pour faire face à une éventuelle agression russe. Une nouvelle invasion russe de l'Ukraine serait un désastre politique, un désastre humanitaire. À mon avis, ce serait pour la Russie, pour le monde, un désastre militaire aussi. De son côté, le président russe a redit ce mardi son souhait d'une solution négociée. Mais pour lui, pas question que l'Ukraine rejoigne les rangs de l'OTAN. Il attend des engagements écrits de la part des Occidentaux sur le sujet. Les courriers reçus jusque-là ne semblent pas répondre à ces attentes. Et de s'interroger sur les intentions réelles des Occidentaux. Il me semble que les États-Unis ne se soucient pas tellement de la sécurité de l'Ukraine, bien qu'ils y pensent parfois en arrière-plan. Le principal objectif des Américains, c'est de contenir la Russie. Le problème, il est là. En ce sens, l'Ukraine n'est qu'un outil pour atteindre cet objectif. Pour tenter de faire bouger les lignes, un nouvel acteur va entrer dans le jeu diplomatique, le président turc. Recep Tayyip Erdogan compte mettre en avant l'appartenance de son pays à l'OTAN et sa relation privilégiée avec Vladimir Poutine. Il est attendu ce jeudi à Kiev. Alors que le chantier a démarré officiellement la semaine dernière, la construction du mur à la frontière entre la Pologne et le Bélarus continue de faire débat dans le pays et au sein de l'Union européenne. Pour les parlementaires polonais qui ont validé le projet fin octobre dernier, ce mur doit permettre d'empêcher l'arrivée de milliers de migrants venus du Bélarus. Minsk est accusé d'orchestrer cette crise migratoire à la frontière. Long de 186 km et haut de 5 mètres, le mur devrait coûter près de 350 millions d'euros. Pour nous, ce sera un élément important du système de protection des frontières. Dans cette pression migratoire, chaque garantie supplémentaire est nécessaire.
Il y a des endroits où les barrières physiques ne seront pas installées parce qu'il y a des marécages ou des rivières. Nous protégerons ces sections de frontières différemment, ou bien il y aura une barrière électronique. Le projet est vivement critiqué par les associations de défense des droits humains qui craignent que les migrants ne soient plus en mesure de présenter une demande d'asile, mais aussi par les associations écologistes. Tout le monde ne croit pas qu'une chose aussi stupide qu'un mur protégera quoi que ce soit, car il détruira la nature et n'aidera pas les humains. La situation à la frontière va devenir de plus en plus mauvaise à cause de ce mur, comme nous l'avons vu dans d'autres pays, les États-Unis et l'Allemagne, il y a très longtemps. Il va réduire de moitié l'écosystème de la forêt de Białowieża. Certains estiment enfin que le mur n'empêchera pas les migrants de tenter de franchir la frontière, comme l'explique Shamsul Rahman, qui a emprunté cette route il y a quelques mois de cela. Chacun a la responsabilité de prendre soin de son territoire, de sa terre et de sa maison. Mais je pense que ce mur ne pourra pas empêcher les migrants de venir. Les passeurs et les migrants choisiront une autre voie. S'ils voient qu'une route est bloquée, ils choisiront sans aucun doute un autre chemin pour se rendre dans des pays qu'ils jugent meilleurs. Le gouvernement polonais a soumis une demande d'aide financière à l'Union européenne pour la construction du mur. Interrogé sur ce financement, le bureau des gardes-frontières polonais a répondu qu'il disposait de fonds spécialement alloués, sans en préciser la source. On ne sait pas encore si la Pologne sera soutenue par l'UE et les débats sont toujours en cours. L'ambiance est studieuse et la fréquentation en hausse dans les cafés de Beyrouth. Pour échapper à la crise, de plus en plus de Libanais y trouvent refuge. Ils sont assurés de trouver une connexion Internet qui fonctionne et surtout de l'électricité, une denrée devenue rare dans le pays. Karim, photographe professionnel, est un habitué des lieux. Ici, je peux recharger mon téléphone portable, je peux recharger mes appareils photo, mon ordinateur. Et ici, je suis toujours connecté. Au Liban, l'électricité fournie par le gouvernement n'est disponible qu'1 à 2 heures par jour. La plupart des cafés fonctionnent avec des générateurs. Mustapha, étudiant en design de la mode, vient aussi trouver dans ces lieux une certaine sérénité. Comme tous ceux qui souffrent dans le pays, nous avons un générateur à la maison, mais nous ne l'utilisons qu'à des moments précis. Donc la plupart du temps, quand je veux travailler ou que j'ai besoin de lumière, je viens ici dans ce bar. Il y a d'autres endroits, mais je viens surtout ici parce que l'ambiance est détendue. C'est comme dans les bibliothèques, dans les films. Chut, personne ne parle. La vie sociale s'est nettement dégradée dans la capitale libanaise. À la crise économique s'est ajoutée la pandémie et le télétravail. Niam, qui gère un établissement dans le centre de Beyrouth, confirme que certains clients viennent tous les jours pendant leurs heures de travail, une façon de rompre l'isolement et de pouvoir travailler correctement. Je pense qu'au Liban, chaque personne se débrouille par elle-même pour avoir accès et donner accès à des services que l'État devrait fournir. La société a créé son propre système d'entraide. En tant qu'individu, nous en faisons tous partie, de même en tant qu'entreprise. Certains préfèrent voir le bon côté des choses. La crise actuelle fait revivre la culture traditionnelle des cafés dans un pays malgré tout en souffrance où 80% des habitants vivent désormais sous le seuil de pauvreté. Le coup d'envoi des JO de Pékin, ce sera vendredi, mais d'ores et déjà, la flamme olympique se trouve dans la capitale chinoise. Le vice-premier ministre a allumé la torche avant de la passer au premier relayeur, en l'occurrence un ancien patineur de vitesse qui lui-même a transmis le flambeau à un astronaute. Au total, plus de 1000 personnes vont se relayer d'ici à vendredi. La flamme va circuler dans les différents lieux qui doivent accueillir les compétitions durant la quinzaine olympique. Elle arrivera vendredi soir dans le célèbre Nid d'Oiseau, le grand stade construit pour les Jeux olympiques d'été en 2008. Pour des raisons sanitaires, un nombre limité de spectateurs est autorisé à assister au passage de la flamme. Les autorités ne veulent prendre aucun risque sanitaire. Les participants à ces JO sont coupés du public afin d'éviter toute transmission éventuelle du coronavirus. Par ailleurs, plusieurs pays n'enverront pas de représentants officiels. Un boycott diplomatique pour dénoncer la politique chinoise en matière des droits de l'homme, notamment le sort réservé à la minorité ouïghour ou encore la répression des opposants à Hong Kong.